Aujourd'hui, on est comme toujours entre mille et un trains, même s'il y a moins de sport, ça reste sportif. C'est bien de mon époque, on va parler d'un roman qui est de la sienne et qui est au-delà de son époque. C'est parti. Le roman dont je veux parler aujourd'hui, c'est une relecture. Mais c'est une relecture qui est tellement lointaine, ou plutôt dont la première lecture remonte à si longtemps que ça a eu... ça m'a procuré cette impression d'une découverte avec reconnaissance. Je sais pas si c'est très très clair, mais clairement c'est un roman que j'avais pas compris, pour autant qu'il y ait un sens ou quoi, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, dont je me souvenais quand même de pas mal de passages, pour des raisons assez logiques. C'est un roman qui peut être un peu choquant par moment, et on va aussi aborder ça. C'est-à-dire qu'en fait on revient à Christiane Rochefort et on va parler de son roman Les Petits Enfants du siècle. J'ai une édition qui n'est pas évidemment une première édition et qui en plus est d'occasion Gibert. Je l'ai payé 3,80 €. C'est pas très épais. Je sais même pas si c'est son premier. Bon, lui, il a été achevé d'imprimer en 2016, mais on est sur un dépôt légal 69, mais la première édition c'est 61, et il s'achève par 60. Rochefort, j'en ai déjà parlé pour les stances à Sophie, et comment ça m'avait plu les stances, et comment c'était vraiment vraiment super bien. Donc, il y a des liens, mais c'est pas direct, c'est en tout cas antérieur. Je crois que c'est son premier roman et son premier roman connu. Et pour la blague, il me semble me souvenir qu'Annie Ernaux l'a enseigné quand elle était prof de français, qu'elle a eu des problèmes. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est un peu là. Est-ce qu'on aurait dû nobeliser Christiane Rochefort? Ouais, ouais. Mais c'est logique qu'elle ne l'ait pas été. Bon, déjà en termes de reconnaissance de notoriété, euh, il y a déjà un consensus en fait quand même s'il peut y avoir des auteurs et des autrices moins majeurs que d'autres, mais il y a quand même souvent déjà un consensus éditorial au moins dans plusieurs pays, et pas rarement un seul. C'est plus compliqué évidemment pour les langues qui sont pas majoritaires, comme français, anglais, même allemand hein, d'une certaine manière, mais surtout l'anglais, d'atteindre une certaine notoriété internationale. Il faut se rappeler que le prix Nobel de littérature, c'est un prix qui est politique, hein. Parce que le Nobel, Alfred Nobel, c'est quelqu'un qui fabriquait des explosifs et qui a essayé de se racheter, conscience donc, en créant le prix qui porte son nom. Et c'est d'ailleurs parce qu'en fait c'est un prix extrêmement rémunérateur hein, par rapport à beaucoup de prix littéraires, qu'il est aussi prestigieux, ça va souvent ensemble. Mais dans l'idée du Nobel, c'est pas le plus grand écrivain ou la plus grande écrivaine du monde, c'est quand même, et peut-être avant tout, l'idée d'une œuvre littéraire, me semble-t-il, hein, je suis de mémoire dans l'esprit et on va me corriger, corrigez-moi, mais qui doit apporter quand même quelque chose de, peut-être pas de progressiste, c'est pas aussi étroit, mais à l'humanité. Donc on est forcément dans des littératures humanistes, ce qui fait que je comprends pas pourquoi on parle encore d'un Kundera et de sa misogynie, ou comment Houellebecq pourra avoir le Nobel. Et là je parle même pas de qualité littéraire, bon moi j'accroche pas trop à Houellebecq, mais j'en ai pas lu depuis longtemps, là j'en ai en attente pour voir à un moment. Mais ça veut pas forcément dire écrivain de gauche non plus, mais avec une espèce de portée universelle, et bon si on prend l'impératif catégorique kantien, est-ce qu'on a envie que le monde de Houellebecq soit le monde de demain? Il est peut-être le monde d'aujourd'hui, mais il n'y a pas y a pas l'élan, quoi. Et ça veut pas dire récompenser que de la SF, évidemment. Je crois pas qu'il y ait eu Ah, Doris Lessing, c'est un peu particulier. Mais j'ai le carnet d'or là que j'ai chopé chez un bouquiniste il y a pas longtemps, mais c'est un pavé, donc j'attends un peu. Mais voilà, il y a une dimension d'universalité qui doit apparaître au moins aux yeux du jury du Nobel. Euh, et ça, c'est vraiment des critères que n'a pas un prix comme le Goncourt, par exemple. Donc le choix d'Annie Ernaux n'est pas du tout vu. Et en fait, les engagements politiques d'Annie Ernaux, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on en aime certains, pas d'autres, mais font partie du package, en fait, à ce niveau-là. Avec l'œuvre, mais aussi avec ça. Et moi, on le sait, c'est une œuvre que j'aime pas énormément. Je pensais pas du tout parler du Nobel d'Ernaux, mais c'est vrai que je l'ai pas fait au moment de la sortie du prix. C'est une œuvre avec laquelle, pour le moment, je n'accroche pas. J'attends de lire l'événement. Et La Honte, ça, ce sont vraiment deux romans que j'ai envie de lire. J'ai lu Les années Mémoire de fille. J'ai pas accroché, quoi. Vraiment, j'entends qu'il y a un travail d'épure ou autre chose comme ça, mais
Moi, avec les années, j'ai vraiment vu des clichés par contre. Et je crois que je l'avais expliqué dans une vidéo. Enfin, ça n'a pas marché sur moi. Vraiment, c'est une littérature qui fonctionne pas alors qu'elle devrait fonctionner et ça continue à m'étonner. Mais je vais continuer à en lire, c'est pas grave. Et puis, c'est pas grave, ça me plaît pas à moi. En fait, c'est un prix où je me sens pas représentée par ce prix. Mais je suis contente qu'Ernaud l'ait eu, en gros. Et je comprends pas que le Figaro perde son chauvinisme pour étaler... Enfin, et plus de misogynie que de chauvinisme, par exemple. C'est quand même extrêmement intéressant sur le degré de misogynie on va dire, de notre société, pour le dire rapidement. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et Ernaud, elle est lue internationalement. Vraiment, vraiment très lue. Donc c'est... Non, c'est intéressant. Ça pose plein de questions intéressantes voilà, auxquelles on n'a pas fini de réfléchir. Et ce que va faire Ernaud de cette notoriété va aussi être intéressant. Christiane Rochefort n'a donc pas eu le prix Nobel, à ma connaissance. J'en avais parlé donc pour l'instant à Sophie, et en essayant de voir en fait comment pouvait se jouer le féminisme de l'œuvre, mais c'est pas évidemment la seule question. Qu'est-ce qui se passe avec les petits enfants du siècle? C'est un roman qui a l'air de rien, c'est un roman déjà pas très épais, qui raconte l'histoire de Josiane qui s'appelle Jo à la première personne. Donc on est dans une narration assez classique, qui peut avoir l'air autobiographique, qui doit avoir des traits autobiographiques mais qui ne l'est pas. Première personne homodiégétique, intradiégétique, c'est-à-dire que le personnage raconte à la première personne une histoire dont il est un des personnages. Je renvoie à Gérard Genette, Figure 3, vieille vidéo qui a du succès sur la chaîne, hein, visiblement que vous aimez bien quand je vulgarise de la théorie. Le titre est, évidemment me semble-t-il, mais enfin, comme je dis toujours à mes étudiants et à mes lycéens, puis en fait c'est pas des évidences quoi, mais ce qui nous a l'air d'être évident l'est pas, puis en fait c'est pas mal de partir des évidences parce que moi c'est solide. Une allusion à Musset sur les confessions d'un enfant du siècle, mais on n'a pas tellement l'idée de confession là, c'est effacé, c'est-à-dire que tout ce qui va être thématique au niveau du genre littéraire n'apparaît pas, et on a un titre un peu thématique, mais finalement ce thème il est aussi comment dire, comme approprié, réapproprié par la première personne d'une jeune fille qu'on voit, ou plutôt qu'on entend grandir, puisqu'elle raconte elle-même ce qui lui arrive. C'est quand même écrit au passé, mais on se rappelle, on est sur un texte écrit probablement en 60 ou en 60, publié en 61. C'est logique d'écrire au passé, c'est vraiment le temps du récit. Ça aurait pas le même geste aujourd'hui d'écrire avec cette alternance imparfait passé simple. C'est plus habituel dans les années 60 et à la fin des années 50. Je propose d'en lire des extraits et à partir de là, on va y aller. Évidemment, je vais commencer par l'Incipit, hein, donc les petits enfants du siècle, j'ai fait ce petit commentaire hein, sur l'allusion, j'allais dire à Rousset, à Musset. C'est là la tête, la présidence aquitaine monte, hein, Alain Rousset, mais c'est pas du tout ce dont il s'agit. Alors on est chez Grasset, donc ça nous permet de l'avoir en livre de poche, on le trouve très facilement d'occasion. 5,10€ en neuf. Le dessin c'est Auguste Mac. Tiens, j'aime bien Mac, je ne connaissais pas ce tableau. Enfant joue au soir 1913, donc c'est pas un tableau contemporain, mais je pense que c'est la fugacité et l'espèce d'intemporalité qu'il y a dans cette fugacité qui a plu. Épigraphe qui est mise en exergue, la vraie vie est absente Rimbaud. C'est intéressant Rimbaud parce qu'en fait rien que le nom de Rimbaud ramène à une espèce de jeunesse archétypale et mythique. Et en même temps, et on imagine Rimbaud comme particulièrement vivant, je pense que c'était plutôt quelqu'un de désagréable à fréquenter, hein, Arthur Rimbaud, mais en tout cas dans le genre incarnation du mythe de l'adolescence, on peut dire qu'il se pose là. Et en même temps, la vraie vie est absente, et ça aurait pu être la vraie vie est ailleurs, plutôt Proust, hein, mais d'avoir une figure adolescente me semble vraiment important, parce qu'en plus dans ce tout début des années 60, on est à un moment où s'invente une nouvelle figure sociologique. On a toujours eu conscience qu'il y avait des jeunes, mais la segmentation du marché et du marketing, entre autres, fait vraiment apparaître la jeunesse. Et ça, c'est des choses qui apparaissent notamment, peut-être pas pour l'adolescence d'ailleurs, mais sur la chaîne, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de vidéos récentes, mais je les vois peut-être pas passer.
Dans quel monde vit-on? Je crois que c'est ça. Si j'y pense, je mets un lien dans la description si vous me demandez. Bon, ça c'est de la théorie politique, souvent à partir de bouquins. Mais c'est bon, c'est de la vulgarisation de théorie politique. En gros, de gauche, très clairement. Avec parfois une mise en scène un peu edgy, un peu léchée, mais peut-être pas complètement poseuse non plus. Enfin, c'est assez sympa, regardez, j'aime bien. Ouh, ils vont peut-être être vexés, là, les copains de la chaîne. On se connaît pas, en fait. Hein. On se connaît pas. Je crois qu'on avait eu un échange de commentaires une fois, mais c'est pas plus. Donc la vraie vie est absente. Bon, mais ça nous amène déjà vers une piste. On se rappelle que pour Gérard Genette, l'épigraphe est un geste muet, c'est-à-dire que ce geste, il faut qu'il soit reconstitué par le lecteur. Boum, Umberto Eco, lecteur in fabula, c'est-à-dire qu'on va demander une coopération du lecteur qui va donc, ou de la lectrice, et ça je pense que c'est beaucoup plus lu par les femmes, une intuition comme ça, qui va tisser un lien ou élaborer un lien entre cette épigraphe, bon, la plupart du temps on va l'oublier, mais ça commence à dessiner un horizon d'attente, là on est chez Yoff, c'est les esthétiques de la réception, qui va se préciser et préciser progressivement donc le programme de lecture, la façon dont le livre se donne à lire. Bon ben ça, on ne peut en dégager que des contours, on n'en est jamais sûr, mais ça fait partie du taf quand on est en recherche littéraire, ou même quand on fait juste une explication de texte. Bien avant. Je vais lire et puis après je ferai un petit rapport à la 4e. Donc les petits enfants du siècle, les petits pourraient amener une espèce de lien familial, une continuité avec Musset. Ça nous rappelle aussi quelque chose. Alors Rochefort, c'est quelqu'un qui... Ça c'est quand même une question qui va être importante quand on lit Rochefort. C'est qu'on sait que Rochefort a rejoint le MLF, qu'elle a préfacé le SCOM avec trois espèces de paragraphes qui sont très très incisifs. Qu'elle a même parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui l'adultisme ou l'oppression des mineurs. Qu'elle a vraiment cette conscience assez radicale. Je pense qu'il y a un peu de dimension anard, mais anard parti d'en bas, d'une certaine façon. Et je pense que c'est quand même une erreur que de la lire à partir de ces textes théoriques ou des romans ultérieurs, et qu'il faut se garder de cet anachronisme et lire Les Petits Enfants du siècle pour ce que c'est. Donc l'allusion à Musset, semble-t-il, une épigraphe rimbaldienne, on est dans un romantisme, mais dans un romantisme qui va pas être complètement noir, qui va être un peu grinçant. Il y a quelque chose peut-être de Tristan Corbière aussi là-dedans. Et dans les choses qui m'ont étonnée, c'est que c'est un roman qui peut avoir de l'humour, mais on n'est clairement pas dans la rigolade qu'on a assez souvent avec les stances à Sophie et les dissonances de rythme. On est plutôt sur une espèce de voix blanche qui, c'est à dire qu'en fait, s'il y a d'autres, si Musset c'est le papy, et qu'on a un petit arbre généalogique, peut-être que Sartre et Camus sont les tontons de Rochefort. Mais je pense pas seulement. Et je pense qu'il y a du Sarraute aussi. On y va. Donc la vraie vie est absente, donc on se demande de quoi on va causer. Justement, est-ce qu'on va parler de vraie vie ou est-ce qu'on va parler d'absence? On y va. Je vais quand même boire un peu d'eau avant. Gorge sèche, ça c'est le voyage. Le voyage, ça sèche la gorge. Surtout avec le masque, mettez votre masque. C'est terrible, il y a tout le monde qui tousse. Moi j'ai l'impression d'être en film d'horreur avec des gens qui toussent partout autour de moi. Je suis obligée de mettre des FFP2. Et ouais, je veux dire, j'ai a priori pas de problème de santé. C'est déjà angoissant. Pensez aux autres, au minimum à leurs angoisses et en fait surtout à leur santé, quoi. Pensez aux gens. Oh, puis c'est pas désagréable de pas avoir besoin de sourire parce qu'on est derrière un masque. Donc, voilà, on a un séquençage. Je suis née des allocations et d'un jour férié, dont la matinée s'est tirée, bien heureuse, au son de « Je t'aime, tu m'aimes », joué à la trompette douce. C'était le début de l'hiver, il faisait bon dans le lit, rien ne pressait. À la mi-juillet, mes parents se présentèrent à l'hôpital. Ma mère avait les douleurs. On l'examina et on lui dit que ce n'était pas encore le moment. Ma mère insista qu'elle avait les douleurs. Il s'en fallait 15 bons jours, dit l'infirmière, qu'elle resserre sa gaine. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas déclarer tout de même la naissance maintenant demanda mon père. On déclarerait quoi dit l'infirmière. Une fille, un garçon ou un veau? Nous fûmes renvoyés sèchement. Zut, dit mon père, c'est pas de veine. À 15 jours, on loupe la prime. Il regarda le ventre de sa femme avec rancœur. On n'y pouvait rien. On rentra en métro.
Il y avait des bals, mais on ne pouvait pas danser. Je naquis le 2 août. C'était ma date correcte, puisque je résultais du pont de la Toussaint. Mais l'impression demeura que j'étais lambine. En plus, j'avais fait louper les vacances en retenant mes parents à Paris pendant la fermeture de l'usine. Je ne faisais pas les choses comme il faut. J'étais pourtant, dans l'ensemble, en avance. Patrick avait à peine pris ma place dans mon berceau que je me montrais capable, en m'accrochant, de quitter la pièce dès qu'il se mettait à brailler. Au fond, je peux bien dire que c'est Patrick qui m'a appris à marcher. Quand les jumeaux, après avoir été longtemps égarés dans divers hôpitaux, nous furent finalement rendus, du moins, on pouvait supposer que c'était bien eux, en tout cas, c'était des jumeaux. Je m'habillais déjà toute seule et je savais hisser sur la table les couverts, le sel, le pain et le tube de moutarde, reconnaître les serviettes dans les ronds. Et vivement que tu grandisses, disait ma mère, que tu puisses m'aider un peu. Elle était déjà patraque quand je la connus. Elle avait une descente d'organes. Elle ne pouvait pas aller à l'usine plus d'une semaine de suite car elle travaillait debout. Après la naissance de Chantal, elle s'arrêta complètement. D'ailleurs, on n'avait plus avantage avec le salaire unique. Et surtout, pour ce qu'elle gagnait, sans parler des complications avec la sécurité à chaque arrêt de travail, et ce qu'elle allait avoir sur le dos à la maison avec 5 tout petits enfants à s'occuper. Ils calculèrent qu'en fin de compte, ça ne valait pas la peine. Du moins, si le bébé vivait. À ce moment-là, je pouvais déjà rendre pas mal de services, aller au pain, pousser les jumeaux, dans leur double landau, le long des blocs, pour qu'ils prennent l'air, et avoir l'œil sur Patrick, qui était en avance lui aussi, malheureusement. Il n'avait pas 3 ans quand il mit un chaton dans la machine à laver. Cette fois-là, tout de même, papa lui enfila une bonne. La machine n'était même pas finie de payer. Chantal finalement survécut grâce à des soins si extraordinaires que la mère en demeura à jamais émerveillée. Et ne se lassait pas de raconter l'histoire aux autres bonnes femmes et comment elle avait poussé un cri en voyant sa petite fille toute nue au milieu des blocs de glace, et que le médecin lui avait dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de la sauver. Et en effet. À cause de cela, elle avait une sorte de préférence pour Chantal. Autant qu'on pouvait parler de préférence avec elle. Mais enfin, elle s'en occupait complètement, tandis que les autres étaient tout pour moi, y compris par la suite Catherine, même lorsqu'elle était encore un tout petit bébé. Je commençais à aller à l'école. Le matin, je faisais déjeuner les garçons, je les emmenais à la maternelle, et j'allais à mon école. Le midi, on restait à la cantine. J'aimais la cantine. On s'assoit et les assiettes arrivent toutes remplies. C'est toujours bon ce qu'il y a dans les assiettes, qui arrivent toutes remplies. Les autres filles, en général, n'aimaient pas la cantine, elles trouvaient que c'était mauvais. Je me demande ce qu'elles avaient à la maison. Quand je les questionnais, c'était pourtant la même chose que chez nous, de la même marque et venant des mêmes boutiques. Sauf la moutarde, que papa rapportait directement de l'usine. Nous, on mettait de la moutarde dans tout. Le soir, je ramenais les garçons, et je les laissais dans la cour à jouer avec les autres. Je montais prendre les sous, et je redescendais aux commissions. Maman faisait le dîner, papa rentrait et ouvrait la télé, on mangeait. Papa et les garçons regardaient la télé, maman et moi on faisait la vaisselle et ils allaient se coucher. Moi, je restais dans la cuisine, à faire mes devoirs. Maintenant, notre appartement était bien. Avant, on habitait dans le 13e, une sale chambre avec l'eau sur le palier. Quand le coin avait été démoli, on nous avait mis ici. On était prioritaires. Dans cette cité, les familles nombreuses étaient prioritaires. On avait reçu le nombre de pièces auxquelles nous avions droit selon le nombre d'enfants. Les parents avaient une chambre, les garçons une autre. Je couchais avec les bébés dans la 3e. On avait une salle d'eau, la machine à laver était arrivée quand les jumeaux étaient nés, et une cuisine séjour où on mangeait. C'était dans la cuisine où était la table que je faisais mes devoirs. C'était mon bon moment. Quel bonheur quand ils étaient tous garés, et que je me retrouvais seule dans la nuit et le silence. Le jour, je n'entendais pas le bruit, je ne faisais pas attention. Mais le soir, j'entendais le silence. Le silence commençait à 10 heures, les radios se taisaient, les piaillements, les voix, les tintements de vaisselle. Une à une, les fenêtres s'éteignaient. À 10h30, c'était fini, plus rien, le désert, j'étais seule. Ah, comme c'était calme et paisible autour, les gens endormis, les fenêtres noires, sauf une ou deux derrière lesquelles quelqu'un veillait comme moi, seul, tranquille, jouissant de sa paix. Je me suis mise à aimer mes devoirs peu à peu. À travers le mur, le grand ronflement du père, signifiant qu'il n'avait rien à craindre pour un bon bout de temps. Parfois un bruit du côté des bébés, Chantal qui étouffait, couchée sur le ventre, Catherine qui avait un cauchemar. Je n'avais qu'à les bouger un peu et c'était fini. Tout rentrait dans l'ordre, je pouvais retourner. Ça continue, hein. On va quand même couper là, ça fait déjà page 5 à 8, pas mal. On y va. Cette phrase, je suis née des allocations et d'un jour férié dans la matinée s'est tirée bien heureuse, nous montre finalement une destinée placée sous le signe du prosaïque, le plus bas, et encore dans le prosaïque qui ne se dit pas complètement, mais qui est celui en fait du rapport sexuel entre les parents pour la matinée et du projet de naissance pour les allocations. C'est-à-dire aussi pour des enfants qui ne naissent pas pour eux-mêmes, mais en raison finalement de la misère et de ce qu'on appelle une carrière maternelle.
C'est pas une carrière d'assistante maternelle, hein, là, ça va être par l'enfantement directement par les mères. Pourquoi cette carrière maternelle, elle est possible? Parce que c'est la mère, on le voit d'emblée, à qui est sans aucun doute assigné le travail domestique, et cette mère, elle va s'en décharger sur la petite, dont on va apprendre progressivement qu'elle s'appelle Josiane, dite Jo, et qu'elle est l'aînée de famille. L'aînée de famille, c'est souvent celle qui va être considérée, surtout quand c'est une fille, comme surnuméraire. Ça, c'est une des grandes démonstrations de la thèse de Laura Carpentier-Goffre, qui est sociologue, qui a travaillé sur la domesticité en Amérique latine. Et ce sont aussi elles qui sont souvent placées dans les familles, donc au XIXe siècle en Europe, mais encore aujourd'hui en Amérique latine, dans les familles les plus pauvres. Et en tout cas, qui vont être les relais directement de la mère. Et on voit bien que le garçon qui arrive juste après n'est pas dans cette position de relais. À un moment plus tard, Josiane essaiera de faire 2-3 trucs à Patrick, et elle va se faire abrouer, et même cogner. On continue. Donc, je suis née des allocations et d'un jour férié. On a quelque chose là, une phrase qui va s'étirer, qui est elle-même mimétique de la langueur et peut-être de la sensualité de cette matinée. Une sensualité qui va très vite disparaître et qui en fait est comme déjà neutralisée par la mention des allocations avec un A majuscule comme les arrêts de travail, parce qu'on comprend qu'ils ont peut-être dans la représentation donc d'abord de l'enfant, on n'est pas non plus dans le poponax, hein, on n'est pas dans une écriture à la Wittig, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus proche d'un récit traditionnel, mais qui va tout de même mythifier ces grandes entités qui vont structurer la vie, non pas dans les blocs exactement, c'est pas tellement un roman architectural, c'est pas, je crois, un roman sur la cité, je pense que c'est plus un roman sur les classes populaires qui vont vivre dans ces blocs, mais c'est d'abord un roman sur les classes populaires des années 60. Et ces classes populaires dans les années 60, quand elles sont urbaines, elles sont dans les blocs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elles qui vont vivre les grandes modalités, les grands changements des 30 Glorieuses, parce que dans les milieux plus ruraux, finalement, on a un genre de continuité avec des modes de vie plus anciens, moins rapidement axés au progrès, c'est-à-dire l'eau chaude, l'eau courante dans les appartements. Là, on voit la transformation par le déménagement, mais on va être directement dans le bloc de la cité. On comprend que c'est Bagnolet un peu tard dans le récit. Mais on met beaucoup de temps à ne pas savoir de quelle cité il s'agit. Et avec un grand plaisir, parce qu'en fait, il faut se rappeler que quand les grands ensembles ont été construits, ils étaient des symboles de progrès. Et peut-être qu'il y a finalement une espèce de corrélation, où que les grands ensembles sont finalement l'emblème d'un progrès auquel on n'arrive plus à croire, parce qu'on voit leur dégradation, mais ils n'ont pas été d'emblée dégradés. Même s'ils ont d'emblée aussi structuré des vies qui sont finalement assez cloisonnées. Et à un moment, donc pour continuer sur l'urbanisme dans les petits enfants du siècle, c'est quand même quelque chose de très très important, et c'est souvent présenté comme le roman des cités, des grands ensembles de l'époque. Si vous voulez un beau film sur la banlieue, il faut voir Le Bonheur, sur la banlieue de cette époque d'Agnès Varda. C'est un film extrêmement pervers et tordu, mais qui est en même temps très très réjouissant. Ça fait partie de cette dimension très, très compliquée de ce film de Varda, mais qui est aussi très, très réjouissant. Et j'ai adoré l'entendre le présenter à la Cinémathèque quand il y a eu sa rétrospective en disant « Oh, ben moi j'aimais beaucoup les pique-niques, et puis Jacques Demy, on n'aimait pas, alors je fais un film où on peut faire des pique-niques. » Mais je pense qu'il y a vraiment eu des pique-niques, hein. Bon, c'est la complexité de Varda qui est aussi toujours aussi intéressante. Ça nous intéresse, on parlera peut-être plus à un moment de Varda, mais c'est vrai que c'est plutôt une chaîne littéraire ici, au départ. Donc on a toute cette dimension-là. Moi, je crois pas que ce soit un roman sur la façon dont les grands ensembles vont, en fait, quand même être un progrès, en tout cas dans le confort. Mais ils vont faire partie de ce qui va structurer, en fait cloisonner, même littéralement, hein, donc dans le bloc, la vie. Mais il y aura aussi un progrès, quand elle va à un moment aller voir Sarcelles, et Sarcelles, c'est vachement mieux que Bagnolet de cette époque. C'est déjà après, et c'est quelque chose qui va l'enthousiasmer. Parce que on le voit là aussi avec la mention de la cantine, la vie de Josiane, elle est peut-être pas complètement emblématique de tout, parce que elle n'aime pas la cantine que les autres aiment, parce qu'en fait, on est vraiment dans une vie qui va se structurer autour du projet finalement de carrière maternelle. Là, je prends des termes de sociaux, mais il faut pas voir ça comme une figure de girl boss, quoi, pour la mère, même s'il va y avoir des espèces de rivalités en nombre d'enfants, ceux qui auront vécu de grossesses
subit, mais qui n'est pas du tout un projet d'élevage d'enfants, qui est un projet de mise au monde parce que, ben, en fait, au fur et à mesure que le nombre d'enfants s'accroît, les revenus du ménage s'améliorent grâce à ces allocations. Mais est-ce qu'il s'agit ici de stigmatiser les parents de Josiane? Je pense que c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, la mère, elle n'a pas non plus d'échappatoire. Ça, on va en reparler quand on va parler de la fin du roman. Et qui est vraiment, vraiment intéressant, mais évidemment que je vais vous le cacher. Évidemment, donc là, si vous avez juste envie de lire le roman, vous arrêtez là, quoi. Maintenant, je continue tranquille. Parce que là, en plus, je vais parler des effets d'annonce, quoi. Et là, on va avoir, donc, bon, on a eu cette espèce de phrase qui commence par un passé composé résomptif, un valeur de résumé, qui fait un trait, enfin, qui va me faire un trait d'union, un lien entre ce passé de la naissance et son identité actuelle. On rappelle que le passé composé, en linguistique, il va avoir une valeur de ce qu'on peut appeler un présent accompli. Accompli parce qu'il y a deux formes, je suis né, je nais. Inaccompli. C'est la façon dont le processus se déroule. Et donc, en fait, elle est toujours dans cette identité d'être déjà née, une fois qu'elle est née. Ça va, on y arrive. Et ça va amener ça, tout en permettant donc cette espèce d'analepse qui va ramener au présent, qui s'achèvera à la fin du roman. On y va. On se rappelle, l'analepse, c'est le moment où on va dans le passé. Ici, on est dans une analepse totale. Je reprends le vocabulaire de Gérard Genette, parce qu'on va aller jusqu'au présent de la situation d'énonciation partielle. On s'arrête dans le passé. On a quelque chose qui pourrait presque être romanesque avec la trompette douce, je t'aime, tu m'aimes, bon, qui est évocateur du coït parental, mais de façon quand même, bon, presque... C'est à la fois prosaïque et c'est pas non plus voyeuriste. Ça marche. Et ça, on n'aura pas tellement de remarques. Il me semble pas avoir noté de remarques sur le fait que les parents font tout le temps des enfants et donc ils ont des relations sexuelles. Enfin, ça, elles sont complètement intégrées, elles sont pas dites, quoi, en fait. Et on a après toute cette réflexion sur la date qui va amener comme caractérisation du personnage sur la façon dont l'enfant est reçu, avec cette impossibilité d'une déclaration, on rate la prime et on rate les vacances. Les on ici désignent les parents, mais aussi l'enfant, qui est encore dans le ventre, puisqu'on est presque à terme, et qu'entre mi-juillet et le 2 août, il y a 15 jours, quoi. Et que 15 jours d'avance, ça aurait fait du bien, mais que ça y était pas. L'impression demeura que j'étais lambine, ce qui paraît quand même particulièrement contradictoire par rapport à l'ensemble de choses que va assumer et organiser déjà toute petite fille, à peine bambine. Bambine, on commence à marcher à babiler. Je ne faisais pas les choses comme il faut. Et donc on va avoir le comme il faut, il est impersonnel, donc ça va être quelque chose qui ne va pas être analysé dans le roman. On n'est pas du tout dans un roman théorique. On a cette espèce de voix qui paraît très simple et prosaïque, qui dit, et qui en même temps va faire entendre les paroles des autres. Et alors que là, c'est complètement impossible. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans une fiction. Zut, dit mon père, c'est pas de veine, à 15 jours, on loupe la prime. Est-ce que ce sont des discours rapportés ensuite? Oui, si on veut avoir des explications. Mais ce qui va compter ici, c'est une certaine vivacité du discours. On a l'impression d'y être. Ça va nous permettre de remonter l'analepse tout en étant en empathie, en immersion dans le récit. Et là, on peut voir, par exemple, ça c'est... Est-ce que Kisra Danchar a voulu le faire? Je sais pas. Mais là, moi, quand je lis ça, je vois aussi la violence du discours médical et les contradictions ou la façon dont les attentes parentales ne sont pas des attentes ici qui vont mettre au premier plan un beau bébé en pleine santé, mais quand même la prime et les vacances. Mais ce qui s'entend quand on en comprend que la mère est déjà en mauvaise santé avec sa descente d'organes, qui a aussi quelque chose de très prosaïque, puisqu'on est sur le bas corporel, le travail à l'usine et le travail maternel. Donc on y est. Et donc tout ça, ça va permettre de laisser entendre cette espèce de discours de la société en passant d'un personnage à un autre, pas du tout avec les jeux de brouillage que l'on a chez Wittig. Là, c'est beaucoup plus clair, on a des verbes introducteurs de paroles, dit-il, etc. Même... donc on va plus être dans des discours directs ou indirects standards, quoi. Mais ça permet de prendre les choses. Comment le temps va passer? En fait, il va déjà passer par la succession des enfants. Et ça nous met en avance. C'est-à-dire que la très petite enfance passe très vite. Et ce qui va arriver à chaque enfant, ce sont aussi les tâches nouvelles qu'assume la petite Josiane.
avec des choses, des espèces de petits résumés qui ont presque valeur de punchline, de phrases choc, pas slogan. Ici, on n'est pas au stade du slogan parce qu'on ne pourrait pas les scander. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets de clausule qui vont résumer les situations de façon un peu percutante. Au fond, je peux bien dire que c'est Patrick qui m'a appris à marcher. Et ça, c'est parce qu'en fait, elle veut pas l'entendre. Et en fait, les rapports entre Patrick et Josiane vont être quand même plutôt tendus. On va avoir déjà un effet d'annonce, attention spoiler. Les jumeaux nous furent finalement rendus, du moins on peut supposer que c'était bien eux, et il va y avoir en intrigue secondaire cette question de l'identité des jumeaux, avec peut-être un cas de substitution, on peut penser, même s'il est postérieur à La vie est un long fleuve tranquille, au film, qui donne un cas de substitution, et il y en a eu. On parle même pas des adoptions des enfants réunionnais, hein. Là on est encore sur autre chose, on est sur du trafic d'enfants organisé par l'État. Mais, bon, de toute façon, enfin, quand on parle de violences médicales, on les invente pas en fait, hein, et on part de très très loin en vrai. C'est vraiment ce que nous montre ici tout ce qu'il y a. Déjà une mention de la moutarde qui va revenir, après ça va pas être au premier plan, mais Rochefort elle est assez forte pour poser des ambiances comme ça, avec ce ton qui est semi-prosaïque, assez familier, et en même temps incisif par les effets de clausule répétés. Ça on l'avait déjà, même s'il est postérieur, on s'en rappelle, hein, dans l'Estance à Sophie, de façon très marquée. Ici, c'est moins marqué. Et ça va aller avec une espèce de voix blanche, j'avais parlé de Camus tout à l'heure, où en fait, Josiane, elle parle de beaucoup de gens avant de parler d'elle-même. Parce que finalement, elle est d'abord faite par l'histoire des gens autour d'elle et la vie des gens autour d'elle, puisque finalement, elle est au service des autres, globalement. Et donc, on a comme ça ces différentes étapes, voilà, apparemment les effets de clausule. Il n'avait pas 3 ans, donc ça nous montre aussi que Patrick va être un sale gosse et un sale adulte, quoi. Il n'avait pas 3 ans quand il mit un chaton dans la machine à laver. Et là, on va avoir pas un effet de clausule à proprement parler, mais un décalage ironique. Cette fois, tout de même, papa lui enfila une bonne, donc là on est sur une correction, et on comprend aussi qu'il est peu corrigé. Les enfants sont un peu laissés à eux-mêmes, en fait à Josiane. Et Josiane, elle ne peut pas avoir de prise sur Patrick, puisqu'elle n'est pas considérée par Patrick. Et donc il y a quelque chose qui est illustré, jamais théorisé, jamais dit, mais sur la façon dont le pouvoir s'organise dans la famille. Et on va dire que c'est peut-être Josiane et Jo, mais c'est pas Jojo. Voilà, c'était ma petite vanne. La machine n'était même pas finie de payer. On pourrait croire que c'est la cruauté animale qui explique la correction paternelle, et non. C'est le risque encouru par la machine à laver. Qui est logique, puisqu'en fait, on comprend que se met en place une axiologie parentale qui n'est donc pas celle du texte, mais qui va placer en fait les éléments du progrès moderne, façon complète du progrès de Boris Vian, hein, la machine à laver, le frigidaire, etc., comme autant de marqueurs de réussite et de confort. Et ça va nous montrer le consumérisme. Est-ce que c'est un consumérisme qui est notre consumérisme actuel, celui de quand je fais la coquette? Non, le mien est bien pire. S'il faut absolument blâmer des gens d'un point de vue moral. Là, on est sur un consumérisme qui, en fait, fait quand même gagner beaucoup à un niveau personnel, même si le frigo est quand même pas mal discuté, parce que c'est Josiane qui fait les commissions, mais c'est la mère qui s'en plaint. Un peu plus tard dans le texte. Mais on est sur des choses qui vont vraiment alléger le travail domestique, en fait le travail des femmes. Et là, on voit quelque chose qui est pas souvent en premier plan chez les féministes, mais qui est que le travail des femmes, c'est aussi souvent le travail des filles. Mais c'est pas forcément que le travail des mères. Et je dis pas que les mères travaillent pas, mais voilà, il y a cette délégation. Et là, je parle pas de moi, hein. Là, je suis pas du tout autobio, moi j'ai au contraire rien foutu quand j'étais petite. Mais mon père me demandait plus à moi qu'à mon frère, très très nettement. On reste en patriarcat. Et on est sur rendre des services, en fait, on va comprendre très très vite que c'est vraiment elle, la petite mère, parce qu'on passe de rendre des services à cause de cela, elle avait une sorte de préférence pour Chantal, autant qu'on peut parler de préférence avec elle. Et là, ça fait partie des moments où Josiane ne va jamais dire « je n'ai pas été aimée par ma mère », mais elle parle de non-amour maternel. Et en fait, quand on a la vraie vie est absente, en fait, on peut voir derrière la mise en avant dans le système de valeurs de la famille, d'objets, de matériel, qu'apprécie Josiane, et qu'elle
partage dans une certaine mesure, même si pas complètement avec sa famille, elle a un décalage axiologique avec sa famille, parce qu'elle voit très bien ce qu'elle fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'exploitation, pour tenir tout le monde, mais il y a aussi ce qu'elle ne va pas dire et qu'on pourrait attendre comme mise en avant, c'est-à-dire qu'on a, enfin, si on veut, dans les clichés de la pauvrophobie, comme on l'appelle, ou de ce qu'on appelle aussi le mépris de classe, peut y avoir les pauvres méritants, pas méritants, la misère est plus belle sous le soleil, comme ça en plus c'est raciste en général, ça, et ça va aller avec la paresse, etc. Le, le désamour des classes populaires, voire pauvres, pour leurs enfants. Qui, en fait, là, on le voit par exemple avec la question de si les enfants vivent ou pas. Dans les années 60, on n'a pas les taux de mortalité infantile qu'on a au 19e siècle, mais c'est encore super haut. Et avec les grossesses multiples, on est dans un temps d'avant la contraception. Et il n'est jamais question... Non. En fait, il finit par être question de contraception, mais c'est pas vraiment dit. Et la contraception en question, ça s'appelle avortement. Et le mot n'apparaît pas dans le texte. Mais il n'y a pas de régulation réelle des naissances qui est discutée. Donc on a tout ça qui appartient à du non-dit et que la sociologie, la connaissance de l'histoire du XXe siècle occidental ou ce genre de choses, et puis bien sûr le féminisme permet d'éclairer. Mais en même temps, quand on va lire le texte, on va être complètement immergé dans la vie de Josiane, et cela du point de vue de Josiane. Et c'est là qu'on voit que le midi, on restait à la cantine, va parler des enfants, mais aussi de Josiane, il y aura souvent du jeu, mais le on, il va aussi un peu brouiller. Et ça va permettre de faire de Josiane un emblème, j'aime pas trop ce terme, mais une individualité à la première personne qui peut être représentative de sa catégorie sociale et de genre, et de classe, et probablement aussi de race. Même si là, la chose est très très peu mise en avant, elle y est un peu. Mais bon, bah, voilà, c'est une famille blanche, et dont les jumeaux vont être pas complètement identifiés comme blancs, et ça va poser un problème familial assez lourd, mais qui est plutôt une intrigue secondaire qu'au premier plan. En fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est ça qui est intéressant. Il se passe des choses, mais il n'y a pas une intrigue avec un point de départ, un point d'arrivée. Il se passe des choses. Et après, il y a la fin qui est étonnante et intéressante, et là, on peut retrouver quelque chose de l'ordre d'une intrigue, mais sinon, le reste du temps, c'est ça qui donne aussi cette impression de vide, c'est qu'il se passe des choses les unes après les autres et le temps passe comme ça. Et le on, ici, il va donc permettre de parler à des enfants de la famille, mais peut-être aussi de quelque chose d'un peu plus large et d'un peu plus emblématique. En fait, si vous aimez Annie Ernaux, lisez Christiane Rochefort aussi, quoi, ça va... Je pense que c'est pas du tout illogique d'aller de l'une à l'autre, quoi. Vraiment. Les fans, laissez des commentaires. Hein. Ouais, j'avais déjà lu du Rochefort, surtout celui-là, il y a longtemps, et là, là j'ai envie de tout attaquer, quoi. C'est quand même vraiment, vraiment chouette. Hein. Et donc, l'appartement était bien, on va avoir le progrès. Donc là, une petite analepse dans l'analepse avec l'appartement d'avant, où on comprend que ce qui peut sembler à une lectrice du 21e siècle, de 2022, comme je le suis, pas forcément si agréable que ça, et qui en plus arrive avec des stéréotypes nouveaux sur les banlieues, mais qui, on va le rappeler, Josiane, elle lit pas beaucoup, et quand la mère se met à lire, c'est vraiment des romances, genre romans photo. Donc on n'est pas dans une famille qui est cultivée du tout. Josiane avait arrêté l'école assez tôt, même si là on voit qu'elle a plutôt... Là on a envie de croire, avec l'extrait que j'ai lu, à un départ de petite fille qui va sortir de sa classe sociale grâce à son travail scolaire en étant très méritante. C'est pas ce qui va se passer. C'est pas du tout ce qui va se passer et ça va pas... En fait, si ça va pas se passer, c'est tout. Il va pas y avoir, elle va arrêter l'école et c'est tout. Et ça, c'est dur. Et ça fait mal. Parce qu'on a envie de suivre une destinée. Et il n'y a pas de destin. Il y a une vie qui n'est pas cloisonnée directement par la cité, mais le cloisonnement de la cité accompagne le cloisonnement de sa propre vie. Et on voit que les cloisonnements, ils sont un peu différents pour elle et les autres enfants, mais il n'y a pas grand monde qui s'en sort, hein, finalement.
Et donc, on a ce moment de solitude qui est apprécié. Le désert, j'étais seule, avec, hop, petite marque d'oralité, et ça on en a quand même régulièrement dans le texte, comme c'était calme et paisible autour, les gens endormis, etc. Avec un moment un peu romantique, littéralement romantique, ou littérairement romantique, la nuit, on est proche de l'écrivain dans sa solitude, le désert, mais c'est un désert qui en fait est juste un moment de tranquillité domestique et qui va pas permettre l'essor. Ça, par exemple, comme on l'a quand on va lire, c'est bien plus tardif, je crois que c'est années 80, Enfance de Sarraute, mais on, on a des phénomènes. Alors Sarraute, elle se met beaucoup plus dans l'époque passée en essayant d'être dans le présent de ce passé. Alors que là, on est dans une analepse, hein, la distance temporelle, elle est quand même. Elle se sent par les jeux, enfin par les tiroirs verbaux, le fait que c'est écrit à l'imparfait au passé simple, en fait. Très simplement, ce que Sarraute fait pas. Alors, Sarraute le fait. Tiens, c'est écrit comment, enfance? On va pas le sentir, en fait, sur les temps accomplis. Je pense que ça se joue là. Sur le fait d'avoir des temps accomplis, donc avec auxiliaire. Tiens, ça serait bien de le creuser plus. Là, j'ai une intuition, mais j'ai pas le texte sous les yeux, donc je risque de dire des bêtises. Mais finalement, je crois qu'enfant, c'est écrit au passé, mais que justement, ça va pas jouer sur les mêmes aspects. Donc, l'aspect, c'est l'opposition accompli-d'accompli. Ah oui, c'est... Tout le monde disait que j'aimais beaucoup mes frères et sœurs, que j'étais une vraie petite maman. Les bonnes femmes me voyaient passer, poussant Catherine, tirant Chantal, battant le rappel des garçons, elles disaient à ma mère que j'étais une vraie petite maman. En disant ça, elles se penchaient vers moi avec une figure molle, comme si elles allaient se mettre à couler. Et je me reculais pour me garer. Les bonnes femmes étaient pleines de maladies dont elles n'arrêtaient pas de parler, avec les détails, spécialement dans le ventre, et tous les gens qu'elles connaissaient étaient également malades. Et après, hop, ça va partir sur les maladies. Et ça, on va avoir quelque chose, enfin, en fait, qu'on voit assez vite, là, dès qu'on vieillit un peu, même souvent avant, hein, mais ces échanges sur les maladies et sur les tracas corporels qui sont jamais politisés et qui peuvent même amener des espèces de rivalités, comme j'ai parlé tout à l'heure des rivalités dans le nombre de grossesses. Et là, on sent la distance qui est prise, donc pas la distance temporelle ici, mais d'avec ce discours dont on comprend en fait que c'est pas l'amour qui fait qu'elle fait tout ça, c'est l'exploitation domestique. L'exploitation domestique, c'est pas que celle des mères, c'est aussi donc celle des enfants et de certaines enfants et surtout d'enfantes. Et cette froideur, elle va apparaître encore, je suis page 9, quand le bébé mourut en naissant, je crois que je n'eus pas de véritable chagrin, cela nous fit seulement tout drôle de la voir revenir à la maison sans rien cette fois-là. Elle non plus ne s'y habituait pas, elle tournait sans savoir quoi faire pendant que le travail autour s'accumulait. Puis elle s'y remit petit à petit, nous avons tous fini par oublier le pauvre bébé. Et hop, boum, ça c'est un deuil. Un deuil périnatal. Là, on est au-delà du périnatal, passer un bébé mort-né. Et donc, et qui va passer, va avoir quelques allusions plus tard, et elle ne sera pas la seule à avoir des fausses couches et des bébés mort-nés. Mais en fait, cette souffrance, qui peut être une souffrance absolue, elle passe au milieu du reste. Et c'est ça qui donne cette impression de froideur. Bon, ben, je n'ai pas de véritable chagrin, c'est quand même une négation. Et on voit que même le chagrin de la mère, en fait, il est résumé en 2 lignes. Et sans emphase, sans dramatisation. Au contraire d'une façon donc très prosaïque, c'est-à-dire sur le comportement, elle tournait avec en plus un vocabulaire familier. Pas de repos réel. Et il se mesure en fait par rapport à la façon dont elle va accomplir cette tâche domestique, parce qu'elle en fait aussi la mère. Hein. Et en fait, c'est ça qui va être un peu glaçant pour le lecteur, la lectrice, de sentir ce qui pourrait être de grands chagrins, mais qui n'en a pas la place face au quotidien. Et c'est vraiment une littérature quotidienne. Alors ça amène des choses qui sont d'autant plus marquantes qu'on va avoir, attention là, je vais parler de sexe qui est très étrange dans les petits enfants du siècle, et dont on ne sait pas trop si c'est ou non de violence sexuelle, et qui pose énormément de problèmes parce que un jour qu'elle rentre des commissions, Josiane rencontre Guido, donc qui est un ouvrier italien qui travaille sur la cité et avec lequel elle a un rapport sexuel alors qu'elle a 11 ans, et ce rapport sexuel est un cunilingus. Le mot n'est pas dans le texte mais il est décrit,
Et en fait, elle aime énormément ce rapport. Et il est même raconté de façon assez poétique. Et en fait, donc là, on a ce moment-là. Et après, et en fait, elle va très peu revoir Guido parce qu'après un retour de vacances, ben, les ouvriers sont partis. Elle ne le reverra jamais. En tout cas, dans le roman. Et elle-même n'en semble pas traumatisée. Elle ne le dit qu'à demi-mot à son petit frère préféré, qui est un peu spécial, qui est Nicolas, avec lequel elle a. Qui lui a l'air d'être très reconnaissant, mais qui en même temps a une reconnaissance où il veut l'enfermer. Donc ça dit beaucoup de choses de ce qu'est l'amour dans une famille, et peut-être bien en fait que Rochefort présente, et là c'est une hypothèse que je présente avec beaucoup de prudence et de façon très hypothétique, mais le fonctionnement d'une famille incestuelle sans parler réellement d'inceste. Et là, c'est quelque chose qui va venir plus tard dans son œuvre, dans des romans que je n'ai pas encore lus, et je renvoie aussi à Dorothy Ducy, Le berceau des dominations, que l'on peut trouver en ligne. Il a été mis à long et en poche, mais une famille où il y a de l'inceste, c'est pas juste une famille où il y a des relations sexuelles entre les membres de la famille, c'est aussi des familles qui sont des familles très fermées, où on ne parle pas, et avec des éléments de pouvoir enfin une façon dont le pouvoir va s'exercer sur les enfants qui est extrêmement autoritaire. Et en fait, ce que fait Guido, prosaïquement, c'est un cunilingus à Josiane, mais ce qu'il fait surtout, c'est, me semble-t-il, qu'il manifeste de l'intérêt qui peut sembler être de l'amour à Josiane. Et en fait, au niveau du sexe, Josiane va finir, pas tout de suite, mais ça va arriver, on va dire dans la deuxième moitié du bouquin, par fréquenter les garçons de façon, on a l'impression, très détachée, et peut-être peut-on dire dissociée, qui ne correspond pas du tout au standard d'époque. Alors là, elle n'a pas l'air de tomber enceinte à ce moment-là, et on ne sait pas trop comment ça se fait, mais en tout cas, narrativement, c'est pratique. Peut-être qu'il y a du retrait, on ne sait pas trop. Ça, c'est pas dit, mais en tout cas, pour des coïts qui n'ont pas l'air d'être exaltants, et en fait, qui sont au départ très clairement une monnaie d'échange, et là, en fait, on a, ce qui sera élaboré après, mais on a l'illustration de ce que, il me semble que c'est Tabé appelle l'échange économico-sexuel, dont elles ne peuvent pas, les femmes, finalement, sortir dans aucune société. La question, c'est juste, en fait, comment les relations sexuelles et la sexualité des femmes est régulée et monnayée. Et monnayée, c'est pas forcément, comme dans le cas de la prostitution, contre des espèces. Ça peut être contre le statut marital. Dworkin reprendra ça dans Les femmes de droite. Alors, je crois pas qu'elle fasse allusion directement à Tabé, mais ce continuum, en fait, les Saint-Simoniennes l'ont bien perçu aussi. Et c'est très étonnant parce que, en fait, Josiane n'a pas de rêve, elle n'a pas de vocation, et ça, c'est dit, elle n'arrive même pas à être orientée à l'école, et donc elle va juste arrêter, et ne même pas être envoyée dans le professionnel, et continuer à s'occuper de ses petits frères et petites sœurs, et puis bon, leur nombre s'accroît, et même grandissent, donc de nouveaux problèmes arrivent, et puis elle s'ennuie, et donc elle finit par fréquenter les garçons, mais elle n'a même pas l'air d'être, par exemple, exaltée ou de se sentir puissante par rapport au regard des garçons. Il y a quand même un petit moment comme ça, mais on voit qu'elle a, en fait, elle peut pas être vraiment coquette, elle a une jupe, et elle est blâmée par les femmes, les mères de famille du quartier, et en même temps, elle n'a pas l'air d'en être affectée. Et en même temps, elle n'a pas l'air d'être spécialement attirée par les hommes avec lesquels, donc plutôt des jeunes hommes et à un moment un père de famille, avec lesquels elle couche. Mais elle n'est pas... en fait, un moment après, quand elle s'en souvient, elle dit qu'elle ne se souvient pas de ces hommes, qu'elle se souvient du ciel et des étoiles, et que peut-être que ce qu'elle cherchait, c'était la nature. Parce qu'en hiver, ça l'amuse pas, parce qu'elle est en intérieur. Et donc, ce sont des choses qui se font en fait comme une pierreuse, mais sans monnaie directe. Mais en fait, la monnaie qu'elle cherche, officiellement, c'est apprendre à conduire un scooter et à ce qu'on lui prête un scooter, et elle va y arriver progressivement. Donc là, on a une espèce de parcours initiatique, mais qui n'est pas du tout un parcours sexuel. Le sexe est vraiment un moyen, et qui donne l'impression, mais là, c'est peut-être une projection, que le personnage recherche de l'attention, puisqu'elle n'en a pas, ou en tout cas qu'elle est indifférente à ce qui lui arrive.
Et ça amène des choses qui peuvent être interprétées comme il y a eu quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu à un âge où ça n'aurait pas dû avoir lieu, et donc elle passe dans une hypersexualité ensuite. Ça, ce serait vraiment une façon de plaquer les approches traumato façon Muriel Salmona. Et je pense que ça marche pour une part, mais en même temps, c'est pas ce qui est raconté. C'est pas le parcours. Alors, si c'est le parcours d'une victime, c'est pas le parcours d'une femme qui se présente ou qui se ressent comme une victime. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas aucun plaquage théorique d'aucune sorte. Et c'est ça qui me plaît pas aussi chez Erne. C'est la façon dont elle la voix de la narratrice de la situation d'énonciation analyse le elle-même passé. Parce que ça ferme. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Arnaud, en fait, parce que on partage le même féminisme, même si dans le détail, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais c'est des détails. Globalement, le fond théorique, politico-théorique va être le même. Mais littérairement, ça me semble bien plus intéressant qu'il n'y ait pas ce plaquage. Donc on peut le voir comme un parcours de victime qui ne se conscientise pas comme victime et qui ne le fera pas dans le bouquin. Mais on peut aussi le voir comme juste une fille qui couche avec des garçons et qui s'en fout, quoi. Mais qui le fait quand même, et qui va être quand même avoir des fêtes, etc. Et une fille dont ça va remplir la vie à un moment, une vie d'ennui. La vraie vie est absente. Et qui va en fait avoir va avoir Guido comme finalement un peu emblème romanesque, alors pour lequel elle imagine qu'il vit sur notre planète, sur Mars. Enfin, ça va être un peu Mars. C'est pas ce qui prend le plus de place, hein, mais va être un petit moment d'échappée pour rêver par l'autre monde d'une autre vie qu'elle ne retrouve pas. Et elle va même finalement former les garçons à continuer à avoir ces cunnilingus, en fait, qu'elle leur impose en préliminaire, sans comprendre l'intérêt du coït. Mais ça ne la dérange pas de le faire. Est-ce que, avec une analyse féministe, là, on peut se dire... donc ça fait des rapports sexuels qui sont ni violents, ni désirants, dont on se dit juste qu'ils n'ont pas d'intérêt, et avec... le moment où où on comprend qu'elle part avec 4 garçons, finalement c'est un peu son meilleur moment. Mais c'est pas non plus ce qui est au premier plan. Donc ça peut être lu, et je pense que ça l'a été dans les années 60, même 70 ensuite, comme un roman de la dépravation, comme on avait eu Jugend ohne Gott d'Horvat, Jeunesse sans Dieu, pour parler de la jeunesse nazie, et qui souscrit à Hitler, au Troisième Reich, et dont le prof narrateur se sont... vraiment, par rapport à laquelle le narrateur se sent vraiment en décalage. Là, on sent pas un décalage avec la narratrice, puisque la narratrice, c'est le personnage, et elle ne fait pas sentir la distance temporelle, parce qu'elle ne va pas plaquer elle-même, elle raconte. Et de temps en temps, elle va dire, ça c'est mon meilleur souvenir. Mais c'est très 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 ténu, et ça donne l'impression de le vivre comme une chose après l'autre. Et c'est pas présenté comme des expériences malheureuses, ni particulièrement heureuse, même s'il peut y avoir des moments heureux, et dont on ne comprend pas les motivations pour elle en dehors du scooter, ce qui est quand même pas mal. En fait, à un moment, elle a un but, et elle s'ennuie. Donc ça nous ramène aussi à Musset. Mais à un Musset qui est une jeune fille, dans une autre époque. Et dont les mœurs dissolues... voilà. Alors, c'est pas comme Christiane F., 13 ans droguée et prostituée. Bon, là, en plus, on va avoir un vrai témoignage, la dimension documentaire autobiographique est hyper importante, hein, quand on lit Christiane F. Ça, c'est peut-être un livre dont il faudrait que je parle à un moment, Christiane F. En plus que, pour le coup, j'ai adoré Ado. Mais il y a quelque chose qui est, en fait, comme désincarné. Et cette désincarnation, on peut la lire comme une conséquence de l'exploitation dont elle est victime, qui est donc aussi une exploitation sexuelle, mais qui lui procure du plaisir, et qui fait une échappée par rapport à d'autres exploitations, en fait. Et finalement, le rapport en dehors de la famille, c'est pas une famille qui est présentée comme incestueuse, mais en dehors de la famille autoritaire, négligente et exploitante,
permet un ailleurs, qu'elle n'arrive pas à s'imaginer, plus concrètement, et cela jusqu'à la fin du roman. Et là, je pense que je vais parler un peu de la fin du roman, donc on est encore plus dans les spoilers. En plus, j'ai fini hier soir avec un grand plaisir, et j'étais là, waouh. Attention lecture. Donc là, au moment où ils ont à nouveau des jumeaux, donc les parents, elle revient avec son père et les jumeaux, et elle croise un jeune homme, donc il présente les jumeaux à la loge, parce que ça fait partie des rituels, à la loge du gardien. Devant les boîtes aux lettres, il y avait, je suis page 110 et ensuite 111, il y avait un jeune homme blond que je n'avais jamais vu, il était tourné vers moi, il me regardait, bouche bée, d'un air complètement ahuri. C'était Philippe, mais je ne savais pas. Alors, est-ce que je vais tout lire, parce que c'est quand même un peu long. Ouais, c'est un peu long. Je vais lire un peu le début et couper. Philippe, mon amour. C'est peu à peu qu'on se mit à s'aimer. Ou plutôt, en réalité, on s'était aimé du premier instant qu'on s'était vu, comme on s'en rendit compte après. On s'en souvenait parfaitement tous les deux, ce jour-là, devant les boîtes à lettres. Lui, l'air ahuri, moi avec les jumelles. Les gardiens, le père, le martini. Et si le coup de foudre n'avait pas éclaté immédiatement, c'était à cause du plus bête des malentendus. Me voyant avec des nouveau-nés, rentrant de l'hôpital accompagné d'un homme, Philippe n'avait pas supposé une seconde que les bébés n'étaient pas de moi. Je me souvenais de la façon dont il m'avait regardé, et qui tout de même m'avait paru bizarre. C'est qu'il pensait, une fille si jeune, avec un homme si vieux et déjà des jumeaux, ça l'avait stupéfié. « Et t'étais belle, dit-il. Tu peux pas savoir comme t'étais belle avec ce bébé dans les bras, si petit, minuscule comme toi. Qu'est-ce que tu veux? Ça paraissait logique qu'à ton âge, on ait des bébés en miniature. » Il m'avait même trouvé un air de jeune accouchée, heureuse et épanouie, et il avait été jusqu'à se dire « Quel dommage que ce soit pas moi, à la place de ce vieux. Il avait été jaloux du père. C'est pas croyable. Et moi qui ne savais rien de tout ça. » Bref, il avait nettement battu la campagne et dès le départ, non, que ça peut être bête la vie. Résultat, tout en hiver perdu. Où chaque fois qu'il me croisait, il me faisait un salut discret et respectueux, bonjour madame. Et moi, pendant ce temps-là, je le trouvais timide ce garçon. Je me disais ma parole, il est dingue celui-là, il doit être idiot. Et je continuais à mariner tristement, sans me douter que le bonheur était juste sous mon nez. Donc on va un peu continuer. Et à un moment, à la fin de l'hiver, ah oui, bah c'est il est là le passage d'ailleurs sur le retour sur les rapports sexuels avec pas mal de garçons différents, qui sont un peu identifiés, mais franchement, ils sont remplaçables, quoi. Ce qui montre aussi le désintérêt. Il y a pas... mais il n'y a même pas un donjuanisme, en fait. Il y a vraiment un désintérêt. Et puis, on avait mal passé l'hiver. Alors, je coupe parce que là, c'est quand même assez long, assez oral. On avait mal passé l'hiver. L'hiver, les virées, c'est moins marrant. On n'a pas où aller. On peut pas se foutre à poil. C'est mouillé par terre. On a froid. Et je dois dire que quand on arrive à dégoter une piole pour se mettre, eh bien, ce n'était pas la même chose. Entre quatre murs, on s'ennuyait. Il nous fallait la nature, en définitive. Je me demande même si, au fond, ce n'était pas la nature qui faisait tout. C'est difficile à dire. Je peux pas aller jusqu'à prétendre que je me faisais baiser par les étoiles, mais il y a de ça. Vous voyez qu'on a le romantisme. Mais, en Trivialia. Il y a de ça et la preuve que sans étoiles, avec une ampoule électrique, ça perdait la plus grande partie de son charme. Ça prenait même un côté moche. On buvait trop. Et moi, quand je bois trop, je sens moins. Et le lendemain, je suis de mauvais poil. Bref, pour en revenir à Philippe, on allait au cinéma et il me prit la main. Donc là, on voit, boum, très prosaïque, très concret. Je sens moins. J'ai bugué là. Sur le coup, j'ai cru qu'elle parlait de son odeur. Non, elle parle de ce qu'elle sent au moment du rapport sexuel. Et elle revient à l'histoire d'amour. Donc là, en fait, ce chapitre, il va commencer avec je vais dire des intercalations, là que ça n'existe pas. Elle va intercaler différentes strates temporelles qui permettent de dire l'amour, l'innamoramento raté, sur le malentendu. On a une espèce de comédie comme ça, semi-maritale, très résumée, et avec une exaltation qui donne cette idée du grand amour. Et leur rencontre, le premier baiser, pendant 1 heure, donc ils vont au cinéma, et il me prit la main. En revenant devant ma porte, il me dit qu'il m'aimait. « Je t'aime, me dit-il. » Là-dessus, il se taille. J'avais failli dire « Quoi ?» Parce qu'il avait parlé si bas que je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu, mais il était déjà parti. Il habitait le bâtiment F, moi le sais. Bon, prosaïque, très concret, toujours concret. Pendant 1 heure, il m'avait embrassé devant ma porte. Il me disait au revoir, et pour me dire au revoir, il m'embrassait encore. Il me serrait contre lui à m'étouffer. J'attendais à tout instant qu'il me dise « Viens », et au lieu de ça, il me disait « Je t'aime ». Et bien, c'est l'annonce du coït.
qui vient pas. Effilé, me laissant planter sur le seuil comme un pain. Il n'était vraiment pas comme les autres, celui-là non plus. D'une façon, il rappelait Frédéric, au moins par ses mœurs. Frédéric, c'en a un autre où elle a eu un béguin, il est mort. Et ça a manqué triste. Hein. Avec les garçons, on ne s'embrassait presque pas, ce qui peut évoquer cette idée qu'on n'embrasse pas les prostituées. Et là, en fait, elle n'est pas une prostituée, c'est une fille facile qui monnaie sans que ça en ait l'air. Mais ça montre aussi des rapports, enfin ça connote, ça donne l'impression de rapports sans amour. Des rapports sans rapport, en fait, ou sans liaison. Juste au cinéma, et encore, en se pelotant. On n'aimait pas tellement. Et puis, Philippe avait de la barbe, il piquait sérieusement. J'avais la figure tout en feu. Encore le concret. On avait rendez-vous le dimanche suivant. Décidément, je laissais tomber les copains. Ce dimanche-là, il m'attendait devant la grille avec une 2 chevaux. Il venait de l'acheter d'occasion et à crédit, à ce que j'ai compris, exprès pour moi, pour me sortir, etc. Ça avait l'air de dire qu'il avait l'intention de me sortir un certain nombre de fois, sinon, il ne se serait pas mis dans de tels frais. Et là, boum, l'amour. Pourquoi? Et ça va passer par des questions directes. Qui, en fait, on ne sait pas si elles correspondent au passé ou au présent, parce que les deux se sont quasiment rejoints. Pourquoi avec Philippe, rien que de marcher l'un près de l'autre, les doigts emmêlés, c'était quelque chose de merveilleux? Pourquoi lui? Et lui se demandait, pourquoi elle? On n'en revenait pas, ni l'un ni l'autre, que ce soit justement nous. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on ait réussi à se rencontrer. Pensez qu'on habitait justement dans le même endroit, quand des endroits, il y en a tant. L'Amérique, même sans aller si loin, elle aurait pu être à Sarcelles, par exemple. Là où elle avait espéré retrouver Guido. Alors là, c'était foutu. Je le voyais jamais. J'aurais ignoré même son existence et lui la mienne. Rien que l'idée d'une pareille catastrophe nous épouvantait rétrospectivement, qu'on ait pu se louper et continuer à vivre chacun de son côté comme des idiots. Car c'était bien comme des idiots qu'on avait vécu tous les deux jusqu'à maintenant. Pas la peine de se le dissimuler. Et d'ailleurs, on l'avait toujours senti dans le fond de nous-mêmes, sans savoir que ce qui nous manquait à chacun, c'était l'autre. Majuscule. C'est pour ça que j'étais si souvent triste, et que je pleurais sans raison, que je tournais en rond sans savoir quoi faire de moi, regardant les maisons, me demandant pourquoi ci, pourquoi ça, le monde est tout le temps tremblement, cherchant midi à 14h et rêvassant dans le vide derrière une fenêtre. C'est pour ça, et c'est pour ça aussi que j'allais avec des tas de garçons sans être regardante sur lequel. Puisqu'en tout cas, ce n'était pas le bon, rien que pour me passer le temps en attendant le seul qui existait sur la terre pour moi, et qui maintenant, chance extraordinaire, était là, près de moi, les doigts emmêlés aux miens. Et la preuve que c'était bien vrai, c'est que pour lui, j'étais la seule qui existait sur la terre, qu'il avait attendu en faisant l'andouille d'une autre façon de son côté, et qui maintenant était là, les doigts emmêlés aux siens. Ouf, ça aurait dû être au mien là. Dans le fond, la vie est drôlement bien faite, quand on y pense, tout arrive qui doit arriver, il y a une logique. Alors, on va s'arrêter là. Donc là, on est sur le grand amour, qui débute, et qui va permettre rétrospectivement de donner l'impression d'une fin heureuse. Ils se regardèrent, bon, ben, ils ne surent pas encore... L'inamoramento, c'est le coup de foudre au premier regard, c'est vraiment un grand cliché de la littérature amoureuse depuis au moins le Moyen-Âge, mais enfin depuis la littérature antique, j'en suis sûre. Oui, bah oui, Ovide, enfin, c'est sûr. Mais qui est très très réinterprété, et c'est pour me se rencontrer, ah bah non, ils ont pas réussi. En fait, ils s'aiment, ils peuvent pas se le dire, et elle attend, et en fait ça va marcher aussi parce qu'il n'est pas dans les scripts, ça permet de réévaluer rétrospectivement les scripts avant, et donc là on se dit, bon ben voilà, elle a peut-être pas trouvé sa vocation, il y a un moment où on y croit quand elle refréquente une amie bon, mais beaucoup plus chaste et beaucoup plus sérieuse dans ses études, qui elle-même veut devenir, je crois, instite. Et on espère que Josiane va faire quelque chose, et on se dit, est-ce qu'elle va s'en sortir? En fait, est-ce qu'elle va sortir d'une vie qui, clairement, n'est pas, ne l'intéresse pas, ne l'éclate pas? Et probablement avec aussi, je sais pas moi, de l'adultisme ou de l'agisme, et du mépris de classe aussi, mais on sent bien qu'elle n'est pas incarnée dans sa vie, et que c'est une vie très très répétitive, et qui va beaucoup montrer comment ce quotidien se répète, avec quand même, ça se répète, mais le temps passe, et les emmerdes arrivent. Et donc là, on va avoir rétrospectivement, mais on sait déjà que c'est le grand amour, la rencontre, et ça nous fait partager quelque chose comme la béatitude, oh là là, c'est extraordinaire, comment c'était. Et donc on n'est pas juste sur la rencontre, on est sur les moments après la rencontre qui vont permettre de revoir la rencontre en intercalant. Et là en fait on le voit au niveau du rythme des phrases, les phrases sont beaucoup plus longues, elles sont hachées, parce que c'est le flot amoureux qui s'exprime et qui va en plus emmêler les discours de l'un et de l'autre comme leurs doigts s'en mêlent. Ça va en être mimétique. Et elle tombe enceinte et ils vont se marier.
Et ils en parlent. Et je finis un peu ça à la fin. Et ils sont très heureux. Quand je lui dis que j'étais enceinte, et ça n'aurait pas dû être une surprise, c'était fatal que ça arrive avec nos méthodes. On ne pouvait jamais se quitter, et même on remettait ça dans l'ardeur du moment. Il n'y a rien de plus dangereux. Cette pauvre Liliane me l'avait bien dit. Ça ne lui avait d'ailleurs pas réussi toute sa connaissance. Ça ne lui avait d'ailleurs pas réussi toute sa connaissance. Elle était morte, et d'une sale façon, la pauvre fille. Et ça veut dire avortement. Illégal. Boum, toujours concret. Et en même temps, toujours concret, ça va passer dans le flux. Un peu comme la suavitas chez La Fontaine, mais de façon triviale. Je sais déjà pas de la suavitas, on peut aller voir la statuaire, le Jupiter et le statuaire, ou le statuaire et Jupiter. Sur La Fontaine. Cette pauvre Liliane me l'avait bien dit, ça ne lui avait d'ailleurs pas réussi toute sa connaissance, elle était morte, et d'une sale façon, la pauvre fille, ça m'avait foutu la trouille. Mais quand je le dis à Philippe, il me souleva de terre et me fit tourner en l'air comme un fou. D'un côté, j'aimais mieux ça. Depuis le jour où je t'ai vu avec un bébé dans les bras, j'en ai envie, criait-il. Tu ne peux pas savoir. J'ai envie de te faire un enfant depuis ce jour-là. Il me dit que chaque fois qu'il m'avait fait l'amour, il y avait pensé, il se répétait, je lui fais un enfant. Je suis en train de lui faire un enfant, et ça le rendait fou de joie, de bonheur, de plaisir. Ça le faisait jouir de me faire un enfant. Eh bien, il était fait, il n'avait pas joué pour rien. Quelques commentaires. Moi, je trouve ça archi creepy. Mais là, je pense que c'est aussi un peu anachronique, ça peut aussi être vu comme quelque chose de très beau. En tout cas, et ça c'est quelque chose qui est rarement dit, quand le désir d'enfant va être vu comme en fait une validation amoureuse, une preuve d'amour. Et la preuve d'amour, en fait, elle peut passer par le besoin que l'autre veuille un enfant de soi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui touche plus dans les couples hétérosexuels, les femmes. Mais quand je dis plus, là je suis en pifomètre, hein, c'est pas de la socio. Et qui peut être confondu avec le désir d'enfant. On y est. Donc là, et moi quand je vois ça, je vois aussi en fait un désir d'appropriation, dans le désir de faire un enfant à l'autre, et dans le fait de se le dire. Donc je trouve ça archi dérangeant, mais ça peut être vu comme vraiment l'expression amoureuse absolue, avec quand même toujours Josiane qui ramène au concret. S'il n'avait pas joué pour rien, là on est vraiment dans le concret de l'éjaculation, quoi. On passe de fou de joie, de bonheur, de plaisir à jouir et au sperme. C'est ça en fait qui va faire la chute. Je suis un peu redescendue parce que je vois que je me décadre en me tenant plus droite. Mais attendez que ça, dit-il, pour qu'on se marie, pour de bon. Et vite maintenant. Ce n'était pas pour le principe, il s'en fichait. Il avait les idées larges. Mais il voulait que je sois encore toute fine quand je sortirai de la mairie avec lui à mon bras. On la voit l'appropriation. En fait, il faut savoir que c'est pendant la grossesse et que les violences conjugales démarrent le plus souvent. Et que la première cause de mortalité, je crois, aux États-Unis, des parturiantes et des jeunes mères, ce sont les violences conjugales. C'est pas les couches, en fait. Donc là, en fait, quand on lit avec ça, c'est affreux. Mais là, on est sur un moment qui peut aussi être un grand moment de bonheur. En tout cas, de Philippe. Avec lui à mon bras, toute belle, dans une belle robe qu'il allait m'acheter. Pas blanche, bien sûr. Ça n'avait pas d'importance, ces momeries. Mais une belle robe, ce que je n'avais jamais eu. Il voulait une belle image de ce jour-là pour la garder dans son cœur. On achèterait un berceau. Il y regardait déjà dans les vitrines. Il ne voulait pas d'un vilain lit, soi-disant qui sert pour plus tard. Tant pis pour la dépense. Il voulait un berceau, un vrai. Avec le truc en mousseline qui pend autour. Donc là, on les a, les images. Bleu, non rose, parce qu'il préférait une petite fille. En effet, c'est plus pratique. Là, on pense à Josiane. En tout cas, pour la prime, on serait dans les délais. Toute l'affaire, c'était de se loger, et à toute pompe maintenant. Il faudrait activer la demande, on pourrait chercher aussi par nos propres moyens. Sa boîte lui consentirait sûrement un prêt, avec des délais pour rembourser, et de toute façon, on avait le crédit. Il y avait des coins où on commençait à trouver à présent. Je lui indiquais Sarcelles, 1960. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette fin ? Elle a l'air d'être très neutre en apparence, je pense qu'elle est pleine d'implicites, et qui sont d'autant plus riches quand on a lu la suite de Rochefort. Et là, je pense notamment au Sens à Sophie, puisque moi, j'ai pas tellement lu le reste encore, mais ça va venir. Je sens qu'on va avoir une playlist Rocheforin aussi. Le bonheur, il va passer là aussi par la belle robe, la belle photo, le beau berceau. Alors là, on est sur quelqu'un qui veut un bébé, mais qui va garder une belle image. Donc en fait, on peut retrouver une forme de consumérisme. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un logement, et vite. Parce que lui-même vit encore chez ses parents, elle aussi.
Sarcelles, ça va nous ramener à Guido, où elle avait cherché, mais qui paraît comme mieux, c'est une nouvelle étape dans sa vie, mais quelque chose va se répéter. C'est la prime pour les allocations, qu'elle-même n'a pas eu. On l'a vu avec Nkipid, donc l'ex-Kipid répond à Nkipid. Et en fait, ce qui a l'air d'être l'amour fou d'un jeune couple en train de naître, peut aussi sembler comme miné, parce que reste sous-jacent l'idée, donc les dimensions très concrètes vous ramènent tout de suite au quotidien et ne permettent pas de partir dans les nuits. C'est pour ça qu'on est plus chez Corbière que chez Lamartine, en fait, sur l'allusion aux petits enfants du siècle, hein, en romantisme. Le romanesque est tout le temps brisé par les rappels au concret, ici donc la prime des allocations. Sarcelles, c'est son vieux rêve, mais c'est pas sûr qu'il sache pourquoi. Le personnage de Philippe, avec donc ce projet d'enfant, donc hop, qui va amener un progrès, mais qui peut rappeler finalement, on l'a vu dans l'Inkipit, un jour férié dont la matinée s'étirait, bien heureuse, au son de Je t'aime, tu m'aimes, jouer à la trompette douce. À l'amour que les parents ont dû au moins se manifester, au moins dans la sensualité d'une matinée de Toussaint, de novembre. Je ne sais même plus à quelle période on est là, à ce moment-là, s'il y a une indication de ça. Mais si on est bon pour la prime, on doit être un peu avant. Mais en tout cas, on va commencer à avoir les mêmes réflexions, parce que finalement, Christiane, elle est modelée par son milieu. Elle va avoir ces moments-là, et on voit bien comment Philippe peut avoir des moments d'appropriation. Et à ce niveau-là, je pense que l'Estance à Sophie n'est pas une suite. Mais ça, on est proche. Ce n'est pas une suite parce qu'il n'y a pas d'enfant dans l'Estance à Sophie. Mais il y a bien un jeune couple, et il s'appelle Philippe. Et il est aussi très amoureux, et il est aussi jaloux des garçons d'avant. Donc ça, c'est les passages que j'ai sautés à la fin. Et ça fait aussi œuvre, quand on va commencer à voir comme ça un parcours chez Rochefort. Est-ce qu'il faut le lire comme œuvre avec ses effets anachroniques ? Et c'est possible, pourquoi s'en priver ? Mais en tout cas, en se gardant des anachronismes. Est-ce qu'il faut le lire avec les théories féministes d'aujourd'hui ? Oui, mais en se rappelant qu'en 60, il y a des intuitions, mais il est peu probable que Rochefort ait pu les lire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Rochefort, le jour où elle a su que ça existait, ça a été très tôt, elle y allait tout de suite. Donc c'était quand même un peu là, Rochefort, ça restait peut-être, là c'est des hypothèses pour conclure, mais quelque chose comme une écrivaine qui fait dans le genre des minoresses, petits enfants du siècle, le bloc, le roman d'époque, le roman de mœurs, qui va faire ses devoirs un peu toute seule en attendant que les étoiles s'allument. Les étoiles, c'est peut-être le féminisme. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant dans l'ambivalence de cette fin, où, en fait, au niveau de l'intrigue globale du roman, on a l'impression que quelque chose va mettre fin à cette littérature du quotidien, qui va être, boum, le grand amour. Oh, l'autre, la rencontre. Boum, avec un amour un peu raté, concret, c'est aussi un peu rigolo, et on voit comment on va glousser quand on est amoureux sur « Oh là là, tu te rendais pas compte, mais moi, puis je dormais pas en pensant à toi. Mes draps s'en souviennent, ta 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 ta. » Bon, je fais pas la chanson. Et là, par contre, le grand amour, il est ramené à terre, il a l'air de démarrer une intrigue, mais on voit que l'intrigue, elle ouvre au retour, sauf qu'elle va remplacer sa mère, en fondant son propre foyer. Une petite fille, c'est plus pratique. Et c'est là où c'est un peu triste. C'est là où aussi la reproduction de l'exploitation, elle est dans le texte. Et en fait, ce que permet ici, je crois, la théorie féministe, c'est de mettre en mots sur ce que Rochefort met en récit. Et je vous dis à bientôt.